C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors des débats et ça repart. Emmanuel Macron continue de reprendre des couleurs dans les sondages et des points chaque semaine. Le président a meilleure mine. Finalement, écouter les Français lui va mieux au teint. Le grand débat semble apaisé, mais pour combien de temps ? Les syndicats, eux, ont un regain d'espoir aussi. La CGT a réussi à s'arrimer à une partie des Gilets jaunes. Que va donner l'alliance du rouge et du jaune ? Le syndicat rêve de convergence des luttes à l'heure où personne n'a récupéré personne. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Benjamin Amar, bonsoir. Vous êtes responsable de la politique revendicative à la CGT. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, voilà. Merci à vous d'être là. Sylvain Boulouc, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux. On attend d'un moment à l'autre notre autre invité, Frédéric Seyss, qui est en retard, mais qu'il arrive, éditorialiste politique à France Culture. Un mot donc sur le président de la République qui continue son marathon du grand débat auquel il semble prendre goût. Il est en ce moment avec des jeunes en Saône-et-Loire. Ce grand débat est pour l'instant... semble, Jean-Marie, être l'antidote à la colère. Ça a l'air de marcher, en tout cas, si ça se traduit dans les sondages. Il reprend des couleurs. Et est-ce que c'est grâce à ce grand débat ? Est-ce que c'est grâce à la loi anti-casseurs qui montre, dans le fond, qu'il y a une certaine partie des Français qui sont en attente d'autorité ? Enfin, pour rester sur le grand débat, il est très à l'aise dans cet exercice. Et c'est vrai que ça lui a permis de reprendre la main, comme on dit, alors qu'il était, disons, au tout début du mois de décembre, acculé, le dos au mur. Là, il a repris la main, les choses se réorganisent, il écoute, les gens parlent, et puis ça marche, je veux dire, dans le pays, il y a une aspiration manifeste à débattre, à discuter, ainsi de suite. Donc sur le plan politique, c'est une excellente manœuvre que la sienne. Sur le plan de la reconstruction de son image personnelle, qui a été quand même très durement atteinte, il y a un facteur qui est simple, c'est que le voir s'affronter comme cela à des questions pendant des heures, en plus avec la technicité dont il fait preuve et ainsi de suite, lui redonne une étiquette de courage qu'il n'avait pas. Donc à travers le courage, on reprend un petit peu, vous l'avez souligné, il reprend un petit peu des couleurs. Et puis il y a aussi un effet d'image, parce que pendant 2 mois, nous avons vécu dans le film permanent des Gilets jaunes. Non-stop, 24 heures sur 24, plus la casse, les flammes, les casseurs, les blessés, et ainsi de suite. Et par ailleurs, les morts provoqués par les barrages des Gilets jaunes, dont personne, évidemment, ne parle. Et puis, tout d'un coup, on a une autre image, qui est une image de discussion, de débat. Donc, c'est un petit peu un retour à la démocratie, à une pratique démocratique plus saine que la violence. Et donc c'est tout cela mêlé qui fait que, comme vous l'avez souligné, le président reprend des couleurs. Benjamin, vous êtes un peu plus sceptique, on en parlait avant au maquillage. Tout à fait. Avant, voilà, je dévoile tout. Exactement. Et vous dites c'est de la com, c'est une belle image qui effectivement peut être porteuse de symboles, mais in fine, il n'y a rien derrière. Non, mais puis surtout, moi j'ai trouvé la présentation que vous venez de faire bien sympathique à l'égard du pouvoir, parce que d'abord, sur l'image d'Emmanuel Macron, son image d'arrogance et de mépris, etc., il y a quand même là eu des petites sorties qui sont hallucinantes. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le fait qu'il a évoqué Jojo en gilet jaune C'était devant les journalistes. Ouais. D'accord, mais enfin, ce sont des propos qui ont été relayés par la presse. Jojo en gilet jaune, et évoquant effectivement Christophe Détinger comme ne parlant pas comme un gitan. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est... Attendez, il n'y a que moi autour de la table que des propos d'un président de la République évoquant quelqu'un qui parle en disant qu'il ne parle pas comme un gitan. C'est choquant, ça veut dire quoi, parler comme un gitan ? Moi, je suis enseignant. Si je m'amusais à dire, effectivement, devant un journaliste, devant la presse, « Oh bah oui, mais alors c'est étonnant, cet élève ne parle pas comme un noir, mais qu'est-ce qu'on me dirait ?» Ça ne nous choquerait pas profondément ? Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la loi anti-casseurs. Mais attendez, je vous rappelle qu'il y a eu, d'abord, il y a un certain nombre de députés En Marche qui se sont abstenus. Il y a effectivement Charles de Courson, qui n'est pas connu pour être proche de la CGT, qui a fait une diatribe effectivement sur le côté, l'aspect liberticide effectivement de cette loi. Et puis il y a quand même, excusez-moi, on peut pas, si on parle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, on peut pas mettre de côté la perquisition, la tentative scandaleuse de perquisition chez Mediapart. Donc moi tout ceci me fait, alors effectivement il y a une petite embellie du point de vue des sondages, d'accord, mais enfin excusez-moi, d'abord il partait de très très loin.
C'est-à-dire qu'en gros, là, il se retrouve à peu près dans la situation de François Hollande, parce qu'il était devenu encore plus impopulaire que François Hollande. Il revient à la position de François Hollande. C'est un pouvoir qui est très largement, effectivement, qui draine depuis 2 mois un mouvement social, on en dit ce qu'on en veut, mais enfin, ça dure depuis 2 mois. Pour quiconque s'intéresse un peu à l'histoire sociale dans ce pays, 2 mois d'un mouvement, c'est assez énorme. On y vient à l'histoire sociale. Sylvain. 2 mois tous les samedis. C'est pas 2 mois continu, c'est pas mai-juin 68, c'est pas le Front Populaire. Il faut pas tout. Ah bah mardi, il y a eu quelque chose là. Mardi. Attendez. Avec la CGT, oui. On peut convenir que ça n'est pas le Front Populaire. Vous êtes d'accord, c'est pas le Front Populaire quand même. C'est pas mai-juin 68. C'est un mouvement. Il a son histoire. Il n'y a pas 10 millions de grévistes. On est d'accord ou pas? C'est normal, il n'a pas été lancé par les syndicats au départ. Oui. Donc à partir de ce moment-là, on est quand même dans un mouvement où il y a des manifestations. Personne ne va dire le contraire. Qu'il y a des revendications sociales, personne ne va dire le contraire. Mais on n'est pas dans le même type de mouvements sociaux que les mouvements sociaux. Alors on va en parler justement, de savoir si aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes a changé de nature. On va y venir parce que c'est important. Mais je salue Frédéric Seiz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc éditorialiste à France Culture. J'ai posé la question dans le fond sur la remontée, la remontada. Enfin, c'est pas non plus. Voilà. Mais comme vous y allez. Non, c'est pas la remontada justement. C'est quand même. Mais c'est étonnant que en tout cas dans une circonstance pareille. En réalité, après effectivement 12 semaines rythmées au samedi, Emmanuel Macron réussisse tout de même à relever la tête. Et vous l'expliquez comment ? Oui, c'est ce que disait très bien Jean-Marie Colombani à l'instant sur ce contraste entre décembre de violence, entre guillemets, et de crainte de la part du pouvoir exécutif, et aussi de sidération d'une partie de ses électeurs devant des images de grande violence dans Paris, et surtout l'impression qu'on ne pouvait pas en sortir. Il n'y avait aucune solution qui se dégageait en décembre. Et puis là, effectivement, des réunions où il a tenté de déminer un par un l'ensemble des reproches qui lui étaient faits. Il était censé être hautain, il est près des gens. Il était censé être parisien, il en est à son cinquième étape du Tour de France. Il était censé ne pas écouter. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'il n'écoute pas. Après, c'est vrai que la formule est assez pratique pour lui, parce qu'elle joue avec ses qualités, c'est-à-dire qu'on a 5 ou 6 questions qui s'accumulent, il n'est pas obligé de répondre à chacune, il n'a pas de droit de relance, comme on dit aussi dans la presse, donc il peut répondre un petit peu comme il le souhaite, et il a un talent rhétorique certain que vous ne contesterez, j'imagine pas, qui fait qu'il arrive à se mettre les hésitants, ceux qui arrivent sans être trop remontés, dans la poche. Je ne contesterai surtout pas qu'en réalité, les conditions du débat lui sont très favorables. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis un syndicaliste, je sais comment ça se passe, par exemple, dans un congrès. Si vous êtes à la tribune et qu'on vous pose quelques questions et que vous avez tout loisir, avec le temps que vous pouvez avoir pour répondre, choisir les questions sur lesquelles vous souhaitez insister, choisir celles que vous mettez de côté, bah écoutez, moi, je vais vous dire, moi, je trouve que c'est un numéro de stand-up bien facile. Et en réalité, d'ailleurs, quand on regarde, excusez-moi, les auditoires, ils ressemblent pas non plus complètement à ceux qui manifestent, hein, quand même. On sent qu'il y a eu un travail et on a quand même bien l'impression qu'on a des fois des assemblées de notables. Sylvain Boulouc, est-ce que le mouvement qui avait démarré sur la colère de la taxe diesel a changé réellement effectivement de nature. On voit aujourd'hui que ceux qui restent sont un peu les ultras. On a l'impression que le samedi dans la rue, c'est soit les casseurs, soit ce que vous appelez, vous, là, dans l'Obs, d'ailleurs, j'ai lu votre tribune, entre la fachosphère et les antifas. Est-ce que, dans le fond, c'est ce clivage-là qui perdure dans les rues ? Dans les rues des grandes villes, c'est à peu près le clivage, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment reprendre tout l'historique pour bien comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a début novembre, voire même au mois d'octobre, vous avez eu une mayonnaise qui a commencé à prendre et qui a monté grâce principalement à des gens qu'on va classer plutôt à droite de l'échiquier politique, dans les régions, autour des ronds-points. Alors, de ce qui deviendra les ronds-points. Donc vous avez eu plutôt une France de droite, voire très à droite, qui a commencé à s'agiter autour de la taxe, autour des 80 km/h. Ça, c'est le premier temps, au mois de décembre. Après, il y a eu le deuxième temps qui ont été les manifestations parisiennes, où au départ, on avait plutôt un public de droite, et à partir du 24 et surtout du 1er décembre, se sont adjoints un certain nombre de militants de gauche qui ont voulu participer au mouvement, qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, souhaité, parce que c'est des militants révolutionnaires qui souhaitent s'affronter avec les forces de l'ordre dans l'optique de provocation, répression, dénonciation d'un système autoritaire. Donc on a ce deuxième temps, et à côté de ça, ou côte à côte si on veut, on avait toute une partie de l'extrême droite qui était présente dès le départ dans les manifestations, qui est restée là en disant non, c'est nous les premiers. Et aujourd'hui, il reste qui alors ? Aujourd'hui, alors du coup,
troisième temps, il y a le 10 décembre, il y a un certain nombre de mesures qui sont annoncées et des faits qui font qu'une partie des gilets jaunes les plus au centre, enfin les moins à droite, on dit on a obtenu plus ou moins satisfaction sur la majeure partie de ce qu'on souhaitait. Donc à partir de ce moment-là, on se retire du mouvement, on va négocier, etc. etc. Aujourd'hui, il y a un quatrième temps, on va dire, qui est initié en grande partie par le mouvement syndical, enfin plutôt la CGT et Sud, qui ont investi un certain nombre de ronds-points. Alors c'était déjà perceptible fin décembre et c'est vraiment perceptible au mois de janvier, qui ont investi des ronds-points, qui ont investi le mouvement des Gilets jaunes et qui sont en fait aujourd'hui les moteurs. C'est-à-dire que les revendications du départ sont plus exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Donc là, il y a une vraie différence. Après, ça ne veut pas dire que politiquement, ce mouvement des Gilets jaunes ne soit pas au départ n'incline pas plutôt vers la droite, voire l'extrême droite de l'échiquier politique que ce qu'il y a aujourd'hui. Alors au début, Benjamin Hamar, il y avait une défiance réciproque, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, vous regardiez ça d'un air un peu, qui c'est cela, et vous, ils ne voulaient pas d'une récupération, ou en tout cas que vous vous arrimiez à ce mouvement. Et aujourd'hui, réveil tardif de la CGT, on voit les Gilets jaunes, enfin en tout cas on a vu ça mardi, la CGT et les Gilets jaunes, main dans la main. Alors, est-ce que c'est un amour durable ou c'est un flirt qui sera un feu de paille? Alors, d'abord, je suis assez d'accord avec votre manière de présenter les choses, mais je pense que dans une optique gramsciste, c'est parce qu'il y avait aussi des idées qui circulaient de part et d'autre, qui étaient mais ça aurait pu être dès le début, l'idée gramsciste, comme vous dites. Non, mais je veux dire, au départ, il y avait aussi, on n'était pas en situation d'hégémonie idéologique, dans le sens où, sur les syndicats, il y avait cette vision finalement très patronale, des syndicats de privilégiés, corrompus, etc. Et puis nous, de notre côté, on a aussi été très influencés par le discours « attention, c'est l'extrême droite ». Alors, par contre, moi, je pense qu'on a eu raison. Moi, je me souviens des déclarations de Philippe Martinez. On a eu raison au départ de dire attendez, on regarde ce qui se passe, parce qu'on sait que l'extrême droite, elle est aussi tapie dans l'ombre sur les questions sociales pour faire ce que nous, on appelle de l'imposture sociale. Donc, on a eu raison d'attendre 10 jours pour essayer de voir ce qui remontait. Le point de désaccord que j'ai avec vous, c'est que c'est vrai que y a les revendications ont bougé, mais elles ont bougé plutôt sur leur ordre de classement. C'est-à-dire que très tôt, on a vu pointer, à côté des questions de taxes sur le carburant, il y avait des questions de pouvoir d'achat qui étaient déjà présentes. Sauf que ça a pris de plus en plus d'importance. Et nous, on a vu en réalité, quand on a vu progressivement monter les revendications très tôt, dès le mois de décembre, sur les salaires, sur le refus de la retraite par points. Vous savez, il y avait une quarantaine de revendications qui sont remontées aux parlementaires. Moi, je les ai regardées de près, comme d'autres camarades de la CGT. Et on a vu les questions d'augmentation de salaire, de défense de la retraite par répartition, la lutte contre l'évasion fiscale et l'ISF. On s'est dit, ça, c'est nos petits. Et à partir de ce moment-là, mais moi, je l'assume. Moi, comme d'autres à la CGT, on a été un certain nombre à dire, mais il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Il faut aller, effectivement, même si certains sont méfiants vis-à-vis des syndicats, il faut aller se faire nos coups, il faut aller se faire notre place, y compris en jouant des coudes. Et ça nous a pris du temps. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gilets jaunes, effectivement, qui viennent nous voir, qui demandent à nous rencontrer et qui veulent construire avec nous. Donc j'estime que c'est une totale réussite pour nous. Benjamin, on va écouter le patron de la CGT, Philippe Martinez. Secrétaire général, oui, on l'écoute. Depuis quelques mois, nous appelons à converger là où c'est possible avec ceux qui sont sur les ronds-points, et nous avons dit que le samedi c'était bien, mais la semaine c'était pas mal non plus. Frédéric Seyss, est-ce que cette traduction, politique entre guillemets, en tout cas de retour des contestataires dans le giron des corps intermédiaires, est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'on revient à la normalité et on sort de cette espèce de mouvement du troisième type? C'est vrai que ce mouvement, sa richesse principale, c'est d'avoir été inédit. C'est aussi ce qui a fait qu'il y a eu une telle couverture de la presse dès le début. On n'avait évidemment jamais vu ça, ça a été beaucoup dit. Pour le coup, s'ils entrent dans une logique syndicale, dans une logique de réunion, dans une logique de représentation, dans une logique aussi de pouvoir parler en leur nom avec des gens qui soient représentatifs, ce qui pose une difficulté à ce mouvement qui jusqu'ici ne veut pas avoir de figure qui puisse dire oui ou non. Là, ils vont fatalement se normaliser. C'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs avec les controverses autour des listes pour les élections européennes. Il y a eu une liste là pour l'instant qui est bien partie pour se présenter, même s'il y a des défections. Et on voit tout de suite l'aporie de cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent mais qui vous a mandaté pour dire vous êtes des gilets jaunes pour les élections européennes. Donc ils vont avoir affaire à cette difficulté. C'est pas évident pour la CGT d'ailleurs de prendre le contrôle in fine de ce mouvement,
Parce que On n'en est pas là, cela dit. Non, on n'en est pas là. Mais Je ne sais pas ce qu'on veut faire. Enfin, Ouais. cela dit, la CGT, il ne faut jamais oublier aussi que Martinez a un congrès devant lui dans 2 mois Ouais, et que donc à ceci Dijon. explique aussi beaucoup cela. Mais c'est normal, c'est la vie normale du syndicat et du syndicalisme. Mais simplement rappeler qu'au point de départ, et c'est toujours un fil rouge de ce mouvement, comme vient de le rappeler Frédéric, il y a un refus absolu de la représentation. C'est un mouvement Ouais. qui est contre les corps intermédiaires, donc contre les syndicats, contre les partis, mais contre aussi sa propre représentation. Et par ailleurs, au départ, c'est un mouvement... Contre les apparatchiks des partis ou Enfin, des des syndicats, on va dire. Contre Ouais. toute représentation, puisque vous avez vu cette porte-parole des Gilets jaunes qui a dit « je vais faire mon parti » ou « je vais faire une liste » et qui a été aussitôt menacé de mort. Ouais. Par ailleurs, autre invariant, me semble-t-il, d'après les seuls chiffres dont on dispose, en gros 40% de ceux qui se réclament des Gilets jaunes, par sondage, votent Front National ou ont voté Front National. Donc il ne faut pas oublier que le noyau dur est quand même là. Et par ailleurs, le point de départ, et là encore un petit peu encore le fil rouge de ce mouvement, c'est le refus des taxes. Le refus des taxes, alors même que les revendications populaires sont plutôt des revendications qui vont entraîner de nouvelles dépenses publiques. Donc on ne peut pas dire on refuse les taxes et en même temps on voudrait davantage de dépenses publiques. Non, ils ne veulent pas davantage de dépenses publiques. Oui. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été Oui. apportées, notamment le 10 décembre, en termes de pouvoir d'achat. Et une des vertus de ce mouvement aussi, ça a été de faire découvrir la situation, par exemple, des familles monoparentales ou des femmes Ouais. élevant seules leurs enfants avec de faibles ressources, puisque un plan est en préparation. Donc voilà, c'est tout cela mêlé qui fait la situation assez paradoxale et assez difficile à décrypter qui est la nôtre aujourd'hui. Sylvain, sur la pérennité et la possibilité voilà, d'un lien entre la CGT, entre le rouge et le jaune, est-ce que du coup, ce que disait Frédéric, si ça se normalise, dans le fond, est-ce que ça ne perdra pas de son... C'est assez sa compliqué saveur, on va parce dire, entre qu'on guillemets. est en train d'évoquer une liste. D'après les déclarations d'un certain nombre de personnes, il y aurait 3-4 listes. Il y a des Gilets jaunes et des personnalités qui ont été importantes chez les Gilets jaunes qui veulent se rajouter à d'autres listes qui existent. Après, alors c'est comme tout mouvement social, mais là en particulier, puisque c'était un condensé de tous les mécontentements de la nation, il y a toute une partie qui a des revendications exclusivement sociales, mais il y a toute une autre partie, environ 40%, le 40% qui vient d'être évoqué, qui a des revendications, alors je ne fais pas un mauvais jeu de mots, qui a des revendications sociales et nationales. C'est-à-dire que ça les classe dans une frange de l'échiquier politique qui n'est pas la même que celle de la CGT. Et d'après ce qu'on lisait, et ça explique aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes à la manifestation quand même de mardi, c'est ce qui explique aussi qu'il y a un certain nombre d'entre eux, et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui ne veulent absolument pas, alors après ce sera votre travail de les convaincre de venir avec vous, mais qui On l'a veulent... déjà fait en partie. Oui, en partie. C'est mais c'est pas forcément les mêmes. trier le bon grain de livret. Voilà, il y en a toute une partie qui Je ne vous répondrai, moi. Oui, il y a toute une partie Je suis des... bien placé sur le sujet. Il y a toute une partie des Gilets jaunes qui ne veulent absolument pas manifester avec la CGT. Il n'y a qu'à lire ce qui peut se passer dans les réseaux sociaux, les échanges divers et variés pour se rendre compte que la situation est un peu plus compliquée. Il y a des Gilets jaunes qui sont en convergence avec vous, je ne dis pas le contraire. Il y a un certain nombre d'appels qui existent. Mais il y a un certain nombre d'autres Gilets jaunes qui ne veulent absolument pas en entendre parler. C'est une réalité. C'est après... Oui, mais après, on va pas... répondre moi, à je ça. veux bien qu'on redécouvre l'eau tiède tous les jours. On sait très bien que ce mouvement, il est protéiforme. On sait, personne ne nie les influences contradictoires. La question est de savoir quelle est l'influence dominante. Or, je suis désolé, là, je suis bien placé. On peut plus analyser ce sujet en février 2019 comme on l'a fait le 17 novembre 2018. Vous preniez tout à l'heure l'exemple sur l'extrême droite. Mais on sait très bien, monsieur Colombani, les que... votes, c'est des votes. Non, mais les votes, d'accord, mais on peut pas juste dire ça. On doit aussi... Attendez, on doit aussi voir ce qui remonte comme revendication. Vous le savez très bien, de ce qui remonte de revendications, même si le RIC a un moment été remonté, d'ailleurs c'est pas forcément juste un truc d'extrême droite, mais si ça s'est monté à un moment, ça a été rapidement mis de côté. Ce qui remonte, c'est les salaires, c'est les retraites, c'est l'évasion fiscale, il y a eu l'appel de Commercy, etc. Moi je vais vous dire, mardi, avec mon organisation, nous étions... Attendez, juste je finis ça. Avec mon organisation, nous avons occupé le marché de Rungis pendant une nuit. Il y avait 300 gilets jaunes avec nous, mais il y avait également 300 travailleurs sans papier. Ça s'est très bien passé. Donc, autrement dit, c'est comme ce que vous disiez sur les apparatchiks.
il y avait ce discours-là qui était très très dominant en novembre. C'est plus du tout le cas. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rencontrés, on s'est vus. Moi, j'ai expliqué. Attendez, j'ai vu le représentant des Gilets jaunes. Benjamin, on vous entend. On n'est pas en congrès ici. Non, mais c'est pas une question de congrès. On peut vous entendre très tranquillement, mais simplement convenez que vous êtes au tout début du chemin. Que ce que vous décrivez là comme situation, c'est pas la réalité dominante. Mais convenez-vous de votre côté, au tout début du chemin. Convenez-vous de votre côté que vous ne pouvez plus aujourd'hui dire les mêmes choses que vous disiez en novembre. Parce que je suis désolé. D'ailleurs, il y a un certain nombre de vos confrères qui ont... Moi, j'ai vu les titres de la presse et pas de journaux qui... C'est pas la Pravda. Il y a un certain nombre de journaux qui ont fait des titres en disant CGT et Gilets jaunes, main dans la main. Et j'ai vu ça dans un certain nombre de périodiques de la presse écrite. Donc, aujourd'hui, il est évident qu'on a encore une partie de chemin à faire, mais on est au milieu du gué, alors qu'il y a quelques semaines encore, on n'avait pas mis un pied dans le fleuve. Frédéric, on met quoi aujourd'hui finalement ? Parce que Gilets jaunes, j'ai l'impression que c'est devenu une marque, une franchise. C'est du très bon marketing. C'est du marketing. Gilets jaunes. Qui est Gilet jaune aujourd'hui ? Voilà, le gilet jaune, dans le fond, c'est qui, c'est quoi ? Ça c'est une vaste question. Mais bon, il y a une multitude de gilets jaunes. Il y a ceux d'extrême gauche, ceux d'extrême droite, ceux qui sont rien du tout. Dans le fond, aujourd'hui, il reste quoi Il y a trois cercles concentriques. Il y a le premier noyau dur, effectivement, qu'on voit chaque samedi, qui reste motivé, qui reste relativement constant en nombre. On est quand même toujours autour entre 60 et 80 000, effectivement, après 12 semaines. Et ça, c'est quelque chose de très notable. Deuxième cercle, c'est ceux qui sont allés une fois au moins dans les ronds-points depuis le début de la mobilisation du 17 novembre, donc qui ont une sensibilité, qui ont aussi fait des rencontres là-bas, qui ont retrouvé peut-être un peu de soutien qui leur a fait du bien. Voilà, une sorte de collectif, et ça, ça compte aussi éventuellement pour la suite. Et puis, troisième cercle concentrique, c'est tous les Français qui se disent proches des Gilets jaunes, et à cet égard-là, c'est assez intéressant de voir que les sondages, eux aussi, restent relativement constants. Il y a même une très légère remontée récemment. On est quand même à grosso modo une moitié, pour faire très vite, de Français qui disent « je suis d'accord avec ces revendications et je veux que le mouvement se perpétue ». Et ça, c'est l'une des difficultés d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'à malgré la réussite formelle des différents, j'allais dire meetings, des différentes discussions un peu dans chaque coin de France, il doit en faire 13 en tout, je crois. Oui, mais justement, le grand débat, les gens qui viennent écouter, on peut dire que c'est des gilets jaunes. On peut dire que c'est des gilets jaunes, ceux qui viennent écouter Je crois qu'il faut revenir beaucoup plus loin dans le temps. C'est-à-dire qu'une autre des explications du mouvement des gilets jaunes qui a été oubliée, qu'on a ressorti un peu au début, quand on prenait la carte, alors c'est une carte sommaire, mais la carte de France des premières mobilisations tout le mois de novembre jusqu'au tout début décembre, on avait grosso modo la carte du vote non au traité européen de 2005. Ça tombe bien parce que justement c'est là où je voulais revenir, c'est-à-dire que ce traité européen, vous aviez un nom de gauche. Ça n'a pas échappé à Macron d'ailleurs, je crois un nom de gauche et un nom de droite. Le nom de gauche était légèrement majoritaire dans l'expression des noms, mais le nom de droite depuis est devenu... alors, le nom de droite était minoritaire, mais par contre, la droite dans la société française s'est renforcée entre 2005 et aujourd'hui. En 13 ans, il y a eu une progression, il y a eu une droitisation, entre guillemets, de la société française. Et donc, ce qu'on observe aussi, c'est une forme de mécontentement qui n'est pas forcément une forme de mécontentement de gauche, ou alors là, on a changé, ou alors on reconnaît que le mouvement a changé de nature complètement et que c'est ce qu'on voit dans les drapeaux. Non, on ne le voit pas derrière nous, derrière vous, on le voit, c'est que là, il y a principalement des drapeaux rouges, des drapeaux noirs et rouges. C'est pas ce qu'on a vu au début de... Mais est-ce que vous... Et donc, c'est peut-être pas les mêmes gens aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est très intéressant ce que vous dites là, mais effectivement, moi, je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'effraie particulièrement dans cette histoire. C'est que, vous savez, quand on a tous tendance à oublier, et on a vraiment tort, les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu. On passe sous silence le fait qu'Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour face à l'extrême droite, que c'est une situation extrêmement grave, que justement, il y a un certain nombre de gens qui nous ont dit à ce moment-là, attention, il faut faire barrage à l'extrême droite. Je rappelle que mon organisation a pris ses responsabilités là-dedans. Et sauf aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui ignore ça superbement, qui déroule un agenda très régressif socialement, et des gens qui en face nous disent régulièrement, mais il a été élu pour cela. Ce faisant, moi, j'aimerais qu'on par rapport à cette droitisation de la société française, qu'on se projette un peu en 2022. Si en 2022, on se retrouve dans une même configuration, avec une extrême droite au deuxième tour, je souhaite bien du courage à tous ceux qui diront il faut faire barrage républicain. Parce que tout le monde se souviendra qu'Emmanuel Macron, bien plus encore que Jacques Chirac en 2002, a ignoré superbement les conditions exceptionnelles dans lesquelles il a été élu pour effectivement se calquer, rentrer dans le costume d'un président des ultra-riches. Et ben moi, je vais vous dire, je suis très fier que la CGT
CGT essaye, face à cette contestation, de peser idéologiquement pour imposer des idées de partage des richesses plutôt que des idées de repli identitaire. Je suis très fier que mon organisation fasse cela. Vous citiez Gramsci tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que vous avez du vent dans les voiles? Est-ce que vous pensez que vous êtes poussé par l'hégémonie, ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle? Mais alors justement, vous savez, le gramscisme comme le marxisme, c'est pas contemplatif. Il faut aller mettre ses mains dans le cambouis. Et donc, c'est exactement ce que nous faisons. J'en suis très fier. D'ailleurs, je souscris totalement à la déclaration de Philippe Martinez. Justement, on a évolué sur cette question-là. Analyse concrète de la situation concrète. Et surtout, si on veut influencer, faut peser. Si on veut effectivement faire en sorte que la colère sociale, elle ne se crispe pas sur des choses très identitaires et réactionnaires, faut éviter de parler de Jojo en gilet jaune. Jojo en gilet jaune, qu'on salue d'ailleurs, qui n'existe pas entre. Qui est une belle caricature truffée de Jean-Marie, je voudrais qu'on parle de la. Vous vouliez rajouter? Non, je disais par rapport à le choix politique qui était celui de la CGT, il faut souhaiter qu'il perdure. Parce que là, vous êtes un petit peu sur une ligne un petit peu plus, différente. Et donc, il faut souhaiter qu'il perdure parce que je pense qu'aujourd'hui, si nous avions à voter à une élection présidentielle demain, je ne suis pas sûr que Marine Le Pen serait battue. Voilà, parce que compte tenu de la droitisation dont on a parlé, et compte tenu du fait qu'une part de l'extrême gauche, visible, je parle de l'extrême gauche, je ne parle pas de la CGT, manifestement prend des options qui sont des options ouvertement, tellement proches de celle de l'extrême droite que le mélange des électorats peut se faire au second tour sans grande difficulté. Donc ce que va en effet faire la CGT, c'est très important. Par ailleurs, pour voler un petit peu à votre secours, dont vous n'avez pas besoin, si on regarde la sociologie aujourd'hui, la sociologie d'aujourd'hui, des gilets jaunes les plus actifs, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler un nouveau prolétariat. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont des travaux difficiles, non qualifiés, et qui se retrouvent dans un certain nombre de revendications telles que vous les avez évoquées, et qui peuvent là, à ce moment-là, justifier qu'à un moment ou à un autre, se fasse la jonction avec la CGT, donc avec une organisation qui sait négocier et qui sait construire des accords et qui sait représenter, et non plus ce mouvement difforme, hostile à toute... Et donc, si ça se perdurait, c'est un mouvement qui n'a pas de fin, parce que comme on ne demande rien d'autre que le départ du président de la République ou un changement de régime ou je ne sais quoi, je veux dire, c'est sans fin et ça ne peut aller que de la radicalité à plus de radicalité. Mais Jean-Marie Colombani, juste une chose par rapport à ce que vous disiez justement sur il faut que le choix de la CGT perdure. Moi, je pense qu'il faut que les libéraux se regardent un petit peu dans le miroir. Parce que quand on diffuse la pauvreté et la précarité en permanence, on fait le lit pour l'extrême droite qui ensuite vient derrière en disant on va défendre les petits contre les gros. Je pense que tout le monde doit se... Et quand il y a un certain nombre d'éditorialistes ou de relais politiques qui disent mais M. Macron a été élu, ignorant dans quelles conditions il l'a été, c'est rendre bien compliqué le Front républicain en 2022. Est-ce qu'il y a un fond populiste dans le mouvement des Gilets jaunes, comme il y a eu peut-être un mouvement avant l'élection de Donald Trump, cette classe moyenne qui souffrait, qui n'aime pas France blanche, n'ayons pas peur des mots, qui n'aime pas les pauvres, puisque ce sont les riches des pauvres et les pauvres des riches. Et voilà, est-ce qu'il y a quand même ce sentiment qu'on a pu voir aux États-Unis? Il y a un parallèle qui est évident. Après, l'expression populiste, moi, me met toujours très très mal à l'aise dans la mesure où c'est... Si on trouve un autre mot après tout, mais il faudra le trouver parce que populiste, ça renvoie au peuple. Ça pourrait être quoi alors, après, un homme politique est forcément populiste parce que s'il n'a pas les voix du peuple, il ne peut pas être élu. Non, mais c'est devenu péjoratif. Oui, donc on est dans une connotation assez péjorative d'une expression qui, au départ, était être parmi le peuple. Si on prend le premier terme de populiste, c'était être parmi le peuple. Donc être parmi le peuple, qu'est-ce que veut le peuple aujourd'hui? Alors là, c'est plus compliqué parce que ça renvoie à de la sociologie électorale ou de la sociologie politique. Et aussi, on peut, mais il y a une partie des Gilets jaunes qui est effectivement sur une base très nationale et en même temps très sociale, qui a des revendications en termes de niveau de vie, mais qui couple ces revendications en termes de niveau de vie avec une volonté d'exclure celui qui est étranger, celui qui n'est pas pareil. Après, c'est pas ce qu'est la CGT. Après, vous avez d'autres revendications parmi les gens qui ont manifesté avec les Gilets jaunes, qui, comme ce qui a été fait à Rungis l'autre jour, et pas il y a 2 mois, où ils ont pratiquement chassé tous les étrangers il y a 2 mois. Là, à Rungis, il y a l'autre jour, c'était une
une action sociale de type beaucoup plus traditionnel, en fait. Frédéric. Oui, ce qu'il y a de populiste, c'est vrai que ce mot mérite toujours des guillemets, mais en tout cas, s'il y a une composante qui est valise, très un peu, claire, ouais. c'est un mot valise, c'est qu'il y a toujours la méfiance extrême vis-à-vis de ceux d'en haut. Je mets là aussi des guillemets. L'idée qu'ils nous ont trahis, le référendum de 2005 revient très régulièrement dans les propos des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la parole du peuple sur le traité constitutionnel européen, je ferme la parenthèse, et que dans tous les domaines, voilà, bien sûr c'est que c'est vrai. vrai. Et dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, mais aussi le domaine démocratique, le domaine social, nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés, et même on nous fait des enfants dans le dos pour parler clairement. Et ça, le syndrome du RIC, du RIC, est venu très bien l'illustrer, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que maintenant on n'a plus besoin de vous et nous allons imposer les sujets sur lesquels on veut discuter. Après, ce sera au peuple français de voter, parce que le RIC, c'est ça, c'est un premier appel à référendum, et ensuite c'est la globalité de la population qui s'exprime. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas les corps sociaux habituels qui jusque-là avaient mis en déroute les pouvoirs qui se sont cette fois-ci mobilisés. Qu'en est-il des étudiants? Qu'en est-il des lycéens? Qu'en est-il des cheminots? Pour le coup, certains d'entre eux, évidemment, se sont mobilisés, mais ce ne sont pas eux. Mobilisés. Oui, mais pas longtemps. Il faut voir comment ça s'est passé. Pas Moi, je suis tant que prof, je pourrais vous raconter. Oui, mais pas ça a tant été que ça. incroyable, les répressions policières. Oui, mais C'était sidérant. beaucoup moins, par J'avais exemple, qu'à jamais vu l'époque ça. de François Hollande, vous vous en souvenez, où vraiment beaucoup de lycées avaient été bloqués. Cette fois-ci, il y a eu effectivement des blocages, Il y a eu mais une ça n'a pas été flambée très durement déterminant. réprimée. Très loin de là. Ça n'était pas le premier problème d'Emmanuel Macron, très très loin de là. Et ça pose aussi question à la CGT. Je vais répéter ce que dit Philippe Martinez, le secrétaire national de la CGT, qui dit: ce mouvement nous a aussi montré nos insuffisances. Ça, il l'a reconnu. Il a dit très clairement, on est fort dans quelques bastions, dans plusieurs bastions très bien représentés, mais il y a tout un pan de la population où c'est zéro. Effectivement, les précaires, personne ne s'en occupe, ils votent assez peu, ils votent assez peu aux élections professionnelles en plus. Les demandeurs d'emploi, les personnes retraitées par définition, elles sont plus dans l'emploi. Et donc ça, c'est tout un maillage que la CGT, mais comme tous les syndicats, doivent reconstruire. C'est ce qui les attend maintenant. Sans compter également, quand même, il y a eu aussi, moi je trouve, un rafraîchissement aussi. En fait, il y a un double mouvement, moi je trouve, dans notre rapport avec eux. C'est que nous, je pense qu'on peut les enrichir par notre sens de l'organisation et par notre structuration, mais eux, ils ont eu aussi, par un effet miroir, ils nous ont un peu rafraîchis. Peut-être que parfois, on ronronnait un peu. Et je pense que justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de récupération. Moi, je ne veux ni récupérer, ni être récupéré. J'ai mon identité, celle d'un syndicalisme qui se réclame du mouvement ouvrier révolutionnaire. Mais je pense que mutuellement, nous pouvons converger, ce qui n'a rien à voir avec récupérer. Alors, on va pas ronronner avec Véronique Reissoult et sa politique sur les réseaux. Tout de suite. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors, vous avez sans doute suivi dans le JDD la semaine dernière, David Revaud-Dallon nous racontait que le président de la République avait comme idée de faire un référendum à questions multiples, mais le jour, il réfléchissait à l'idée de le faire le même jour que le scrutin des européennes. Et ça a mis un peu... tout le monde est resté un peu quoi de ce, Tout le monde de est ce- resté un peu quoi, et Voilà. ça a fait débattre. Ça fait débattre sur les réseaux sociaux, évidemment. Et donc, on a regardé, eh bien, vous avez 72 000 messages entre le 31... Enfin voilà, sur les 7 derniers jours, à partir du moment où ça a été annoncé. Mais on voit qu'il y a nettement un pic à ce moment-là qui montre qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse l'ensemble des internautes. Et la question est de savoir finalement, qu'ont-ils dit sur ce référendum? Est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord? Alors globalement, ils trouvent que c'est un peu confus parce que c'était juste une information comme ça, donc ils ont du mal à se positionner. Mais quand on regarde les émojis qui tournent autour de ces messages, donc c'est pas tout à fait celui-ci, c'est celui sur le référendum, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, ils sont partagés. D'un côté, ils se disent c'est une très bonne nouvelle. Oui, j'ai suivi. Ils disent la télévision, par exemple, le point rouge, ils disent en fait ça va mettre de la lumière sur cette élection si ça se croise avec les élections européennes. Donc c'est bien, ça va pousser les gens à se déplacer. Mais d'un autre côté, ils disent oui, mais du coup, on ne parlera pas de l'Europe. En fait, on va parler du référendum et des sujets nationaux, et donc on ne parlera pas de l'Europe. Donc en fait, ils sont un peu partagés en se disant un référendum, le contenu c'est un sujet, mais même la date posait un sujet, parce qu'en fait, il y a quand même une réalité, c'est que pour la totalité des internautes, ce qui est important pour eux, c'est quand même qu'on aille voter
pour les élections européennes et qu'on parle de l'Europe, qui est un sujet qui n'est pas assez abordé au goût de beaucoup d'entre eux. Un mot, Frédéric, sur effectivement, Emmanuel Macron a fait de l'enjeu européen un sujet depuis longtemps. Donc, est-ce que ce serait cannibaliser l'élection européenne alors qu'il en a fait un duel entre nationalistes et progressistes? Bon, il le dit plus maintenant, mais il l'a beaucoup dit. Donc, si on imagine la soirée électorale du 26 mai sur la télévision, c'est campagne, évident que le l'ensemble des commentaires et l'ensemble des invités commenteront les résultats du référendum. Et vers 23h, on dira au fait, voici les résultats des élections européennes. Ça, c'est évident. Pas possible. D'un autre côté, il se méfie aussi beaucoup de l'abstention. Souvenez-vous, le dernier référendum sur l'instauration du quinquennat, c'était en 2000. On avait eu plus de la moitié de la population qui ne s'était pas déplacée parce que les enjeux institutionnels, ça ne parle pas forcément très concrètement aux gens. Et les élections européennes non plus. Donc il espère peut-être, si ça se confirme, combiner l'attrait relatif pour les deux électorats. Autrement dit, mobilisation mauvaise plus mauvaise égale pas si mauvaise si les deux viennent ensemble. 0 + 0 égale la tête à Toto. La tête à Toto, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'ils l'ont interprété. La tête à Jojo. Jojo. On va en parler de Jojo. La perception des opposants là-dessus, et en particulier du FN. En fait, du coup, en préparant l'émission, on s'était posé la question de quels sont les opposants, puisque c'est une question qui revient régulièrement et qu'en ce moment, il y a moult sondages. Et donc, on s'est dit, on va aller regarder quelle est la visibilité, finalement, des 4 principaux leaders des 4 grands partis. Eh bien, la visibilité est assez parlante, puisque globalement, donc ce qu'on appelle les parts de voix, la répartition des discussions qu'il y a sur les leaders d'opposition, on voit que c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon, ensuite Marine Le Pen, ensuite, un peu plus loin, Laurent Wauquiez, et très, 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 très loin, Olivier Faure. Donc, en gros, la visibilité, c'est intéressant, parce que ça, c'est un sujet de visibilité. Est-ce qu'on parle de vous? C'est quoi la visibilité? C'est l'intérêt. Quel est l'intérêt qu'on vous porte? Et donc, on voit que les 2 principaux leaders qui suscitent de l'intérêt sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais l'intérêt, ça ne veut pas dire la crédibilité, loin de là. Et ça veut encore moins dire l'adhésion. Et quand on regarde ce qui se dit derrière ces 2 courbes, globalement, on voit que Jean-Luc Mélenchon, c'est énormément d'actualité par rapport à lui, par rapport à la loi anti-casseurs, par rapport à la perquisition qu'il y a eu chez Mediapart. Et donc, finalement, une actualité qui le sert, mais pas tant que ça, parce qu'on voit que même à l'intérieur de son propre camp, c'est un petit peu compliqué. Et puis, de l'autre côté, Marine Le Pen, elle, les sujets dont elle parle sont des sujets où elle est presque un peu plus maître de son calendrier. Les 2 ont des partisans qui s'expriment derrière eux, donc on va dire que ça fait partie de la visibilité. Et on voit que le sujet de crédibilité, avec les petits incidents qu'il y a eu sur les fake news dont on avait déjà parlé, était un peu... sont un peu compliqués, mais globalement, on voit qu'elle est un peu plus maître de son agenda, de son discours, et que les messages sur elle portent plus sur ce qu'elle dit réellement, apprécié ou pas apprécié, ça c'est un autre sujet, mais voilà, elle maîtrise un peu mieux son calendrier. Et puis, Laurent Wauquiez, il suscite de l'intérêt, mais relativement moins, et globalement, c'est beaucoup d'interrogations autour de la liste des européennes dans les messages. Ouais. Merci beaucoup Véronique, merci à vous tous pour vos éclairages, vos analyses. On se retrouve mardi prochain. Merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique et merci à Jojo qui nous a peut-être regardé de Gilets jaunes. Jojo nous regarde, c'est sûr. Merci Véronique.